Nouvelle semaine pour le journal de la rédaction de TV-Fil 78. Bonsoir et bienvenue. Voici les titres de ce lundi 16 mars. Dimanche, premier tour des départementales. À quelques jours du scrutin, nous continuons notre tour d'horizon des principaux candidats sur les cantons avoisinants. Sur le secteur de Montigny-le-Bretonneux, ce sont les maires de Guyancourt et de Montigny, justement, qui s'affrontent. Jusqu'au 22 mars, une semaine de courtoisie sur la route se déroule. Incivilités, comportements dangereux sont pointés du doigt et notamment cette nouvelle mode du selfie au volant. Une dictée pour la bonne cause. Le Lions Club vient d'organiser la 6e édition de ce rendez-vous à Versailles afin de récolter des fonds pour permettre le maintien à domicile des personnes âgées et de celles atteintes de la maladie d'Alzheimer. L'union locale de la CGT de Trappes-Saint-Quentin dénonce les dépassements d'honoraires pratiqués à l'hôpital de Trappes et ils appellent à signer une pétition devant les portes de l'établissement. Le collectif craint à long terme la disparition du service public de santé sur l'hôpital. Cette action reprend l'initiative de l'année dernière. Ils avaient recueilli un peu plus de 1000 signatures. On écoute Christian Rapin, il est membre de l'union locale de la CGT Trappes-Saint-Quentin. C'est au micro de Mathilde Capberne. Des dépassements d'honoraires qui sont devenus l'usage. Il n'y a pratiquement pas un usager qui sort de cette clinique sans qu'on lui demande des dépassements d'honoraires. Pour des personnes âgées, par exemple, qui ont 50 € pour vivre, la question qui se pose, 50 €, c'est ce qu'il nous faut pour nous nourrir pour la semaine. On a le choix, se faire soigner et avec des dépassements d'honoraires ou vivre. Donc le choix, il est vite fait. Les élections départementales qui approchent et afin de vous aider à faire votre choix, nous vous proposons tout au long de la semaine de faire le point sur les principaux duels dans certains cantons autour de Saint-Quentin en Yvelines et sur Saint-Quentin en Yvelines. Ce lundi, focus sur le canton de Montigny-le-Bretonneux, c'est avec Mélanie Poquet. C'est l'un des rares cantons à ne subir aucune modification pour ce scrutin. Une élection qui s'apparente à un duel de pointure avec la présence de 2 maires. Le binôme socialiste voit se présenter François Deligné, maire de Guyancourt et conseiller général sortant. Je vais prendre un exemple, celui de l'éducation, puisque j'étais dans la commission éducation et que j'étais également au conseil départemental de l'éducation nationale. Et j'ai agi pour défendre le système public d'éducation. Des exemples pour les moyens pour les collèges. Les 6 collèges publics de notre canton ont obtenu des moyens en termes de travaux et de rénovation. Et puis pour l'université, j'ai obtenu le schéma départemental pour les résidences étudiantes. Élu en 2008 dès le premier tour, François Deligné s'associe cette année à Sandrine Grandgambe, première secrétaire fédérale du Parti socialiste et suppléante du maire guyancourtois au cantonal de 2008. Le binôme, conscient des difficultés vécues par la gauche actuellement, axe principalement sa campagne sur l'action sociale, le logement et les déplacements. Le Conseil général s'occupe de la question du handicap. Là aussi, il y a énormément de défaillances et il y a des dossiers à porter pour éviter que des familles soient obligées de voir leurs enfants partir en Belgique parce qu'il n'y a juste pas les places nécessaires ici. La question des personnes âgées aussi. Je pense qu'on a une population qui vieillit. On n'a pas assez pris en compte le vieillissement de cette population. Comme lors des dernières élections départementales, c'est Michel Laugier, maire de Montigny, qui se présente pour la droite. C'est vrai qu'on peut résumer cette élection, le maire de Montigny contre le maire de Guyancourt, le conseiller général sortant contre le président de l'agglomération. Oui, effectivement, c'est vrai que sur le papier, c'est un beau duel, sauf que déjà on n'est plus dans le duel puisque nous sommes 4, nous sommes plus 2, nous sommes 4. Alors maintenant, je veux dire, le tout c'est celui qui aura auprès des électeurs la confiance. Le président de la Casquie s'associe cette année avec Laurence Trochu, conseillère municipale d'opposition de Guyancourt, avec pour principaux axes le social, la réussite scolaire et les aménagements routiers. Mes axes de campagne vont être en priorité tout le domaine de la solidarité et de l'action sociale. Parce que je pense que vraiment à l'échelle locale, être à l'écoute de tous ceux qui peuvent nous confier leurs besoins, leurs difficultés, eh bien c'est là qu'est le renouveau de la politique. Dans ce canton, 2 autres listes se présentent, Sylvain Grison et Eugénie Lavigne pour le FN. Europe Écologie Les Verts, le Front de Gauche, s'associe avec Olivier Paréja et Émilie Germain-Vedrenne. Et la politique, c'est aussi mardi avec un nouveau débat sur ce canton de Montigny-le-Bretonneux. Justement, ce sera à suivre en direct à partir de 19h. C'était samedi, un tout autre sujet à présent qu'avait lieu la dictée annuelle à Versailles, un événement organisé depuis 6 ans par le Lions Club qui permet de récolter des fonds pour lutter contre la maladie d'Alzheimer, mais avant tout pour sensibiliser le grand public avec 80 personnes qui sont venues participer. Cette fois-ci, c'est un exercice toujours aussi compliqué. 3 jours plus tard, un hableur thaumaturgique vint proposer, quoiqu'il fût inconnu,
un orvietan de son cru. Ces élèves d'un jour découvrent avec surprise leur dictée, des mots compliqués ou même inconnus pour certains. Un texte original sur la mort du roi Louis XIV, lu par une professeure de la Sorbonne, Paulette Lermite-Leclerc. Je participe à cette dictée parce qu'on me l'a demandé. On me l'a demandé pour une excellente cause, qui me soucie aujourd'hui de la maladie d'Alzheimer. Par ailleurs, je me réjouis que de nombreuses personnes s'intéressent encore à l'orthographe, qui est aujourd'hui beaucoup oubliée. L'occasion de tester son orthographe, mais surtout de lutter contre la maladie d'Alzheimer. Organisée par le Lions Club de Versailles, l'intégralité des fonds récoltés lors de cette journée sera reversée à cette cause. Notre but est d'avoir un support qui soit cohérent avec nos objectifs, l'orthographe, la mémoire, la maladie d'Alzheimer. Il y a une certaine cohérence dans ce genre d'activité et la maladie d'Alzheimer. Et j'insiste que l'ouverture de centres de jour pour la maladie d'Alzheimer est surtout destinée à aider l'environnement, c'est-à-dire l'entourage des malades plus que les malades eux-mêmes. 80 personnes ont répondu présent à l'appel du professeur. Et à la fin de l'exercice, on attend avec impatience la correction. J'espère que le bac sera plus facile. Quel mot vous ne connaissez pas, par exemple? Punaise électuaire. Hyperhydrose. Oui, Vélard, là, je ne sais pas quoi de Vélard, là, je ne sais pas ce que... Érothématique, que j'ai écrit un peu comme ça se prononce. Et les orges mondées, enfin bon, il y avait les accords qui étaient un petit peu compliqués. Hein. Grâce à ces actions, le Lions Club de Versailles a déjà contribué à l'aménagement de 2 centres pour aider les malades et leurs proches. Et avant de participer à la prochaine dictée, mieux vaut relire le dictionnaire. Invité de ce 16 mars, à présent, Régis Chaumel de Jarnieux. Bonsoir et bienvenue au plateau. Vous êtes le président de l'Association française de prévention des comportements sur la route. Nous allons évoquer avec vous cette semaine internationale de la courtoisie sur la route. C'est jusqu'au 22 mars. À qui s'adresse cette semaine? Et puis surtout, est-ce que ça va servir à quelque chose? Parce que quand on conduit mal ou qu'on ne fait pas attention, en général, on se moque un petit peu. À qui ça s'adresse? À tous ceux qui voudront bien se sentir impactés, un peu comme pour arrêter de fumer. Ensuite, quelle est son utilité? L'objectif, c'est effectivement d'élever le niveau de conscience de chacun sur la route. Parce qu'on n'y fait pas forcément attention. C'est pas forcément délibéré de faire attention. Et nous sommes tous les maillons d'une chaîne vertueuse ou non vertueuse. Quels sont les mauvais comportements les plus fréquents sur la route? C'est quoi? C'est le clignotant, par exemple? Des petits détails comme ça qui sont importants? C'est tout à fait ça. C'est le clignotant, ce sont les distances de sécurité, c'est le fait de glisser un stop, c'est le fait d'encombrer une intersection. Et puis la toute première des discourtoisies ou des incivilités, c'est tout simplement de ne pas respecter le code de la route, que nos amis québécois appellent code de la sécurité routière. Et je pense que de manière subliminale... L'approche n'est pas la même. Voilà. Forcément, l'approche n'est pas la même. En 2012, c'est Vinci Autoroute qui avait publié un sondage qui montrait que les automobilistes n'étaient pas très fair-play sur la route. 50% des automobilistes injurient leurs voisins, 42% klaxonnent à tout va, 24% collent délibérément la route sur le... Écoutez, ce que vous décrivez là, c'est exactement ce que vivent par ailleurs les élèves de l'auto-école que je dirige. Et on pourrait, hélas, tourner un film de 2 heures sur l'enfer d'une auto-école. La grande surprise des élèves, mais il a glissé le stop, mais il m'a doublé par-dessus la ligne blanche, etc., etc. Mais est-ce qu'il y a une amélioration malgré tout? Vous dites que vous dirigez une auto-école. Est-ce que justement, avec les plus jeunes, vous voyez une amélioration? Alors, c'est paradoxal de le dire, mais c'est effectivement à partir des plus jeunes que l'amélioration viendra. La conduite abîmée du modèle dominant fait que malheureusement les adultes considèrent qu'ils sont bons conducteurs parce qu'ils n'ont pas eu d'accident. Grande chance. Mais par contre, quand un jeune qui est en formation dit à ses parents maman, tu ne respectes pas les distances de sécurité, papa, tu n'as pas mis tes clignotants, les parents répondent écoute, passe ton permis, fous-moi la paix, j'ai pas eu d'accident. Au lieu de profiter de cette opportunité pour se remettre en question un petit peu et de reprendre conscience qu'ils sont en effet un modèle pour leurs enfants. Il y a toujours la question du téléphone au volant. D'ailleurs, peut-être une petite parenthèse, le téléphone qui a été largement interdit. Vous êtes, vous, contre l'interdiction complète, avec même les kits main libre, par exemple, Bluetooth et autres? Quelle est votre position vis-à-vis de ça? Alors, je suis un peu partagé, parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, interdire totalement, ce sera impossible. Donc, oui, éventuellement au kit Bluetooth, et encore, sous réserve que l'équipement dans la voiture permette de composer un numéro vocalement. Par exemple, appelez Valérie. Alors Valérie 1, Valérie 2, s'il y en a plusieurs dans le répertoire. Hein. Bon, dans ce sens, effectivement, sans doute. Et encore, parce que comme de bien entendu, on sait que
le seul véritable usage du téléphone, il est en gros pour les commerciaux. Les commerciaux sont sur les autoroutes, et sur les autoroutes, il y a un moyen de s'arrêter tous les 20 km, puisqu'il y a station essence, aire de repos, station essence, aire de repos. S'arrêter, ce sera le plus sécure. Pour le reste, tout ce qui est SMS, etc., malheureusement... Alors, SMS, justement, il y a une autre mode aussi qui s'installe, je l'évoquais en titre tout à l'heure, c'est la question des selfies au volant aussi. Je ne sais pas si c'est parce qu'effectivement les jeunes sont contents d'avoir eu leur permis et qu'ils veulent se mettre en scène. Qu'ils se prennent en photo pendant qu'ils conduisent, pour être bien clair. C'est assez terrifiant puisqu'on a les premières statistiques qui émanent des compagnies d'assurance. Donc, il faut savoir raison garder. Mais je rapproche ça d'une question qui m'était posée récemment par une de mes élèves. Qui disait, mais juste dans le petit bouquin, là, ils nous disent que l'alcool, etc., mais on le sait. Alors, on a beau le savoir, malheureusement, on pense sans doute qu'il ne nous arrivera rien. Ou bien s'agit-il de manière plus pernicieuse de l'idée qu'on échappera à des contrôles parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Comment se déroule la semaine, justement? Parce que là, on parle de sensibilisation, vous venez en plateau, vous multipliez les interviews, mais concrètement sur le terrain. Alors, elle se déroule d'abord grâce aux 2000 communes et 350 associations qui font partie de notre mouvement et qui s'engagent. Prenons un exemple dans les communes, ça peut être la police municipale, ça peut être le conseil municipal des enfants, ça peut être les aînés à travers la semaine bleue, parce qu'après tout, on n'est pas obligé de mener une action de sécurité routière uniquement pendant la semaine de la courtoisie sur la route, mais au contraire, on peut faire vivre l'esprit de la courtoisie sur la route tout au long de l'année. Donc, il se passe de multiples actions. Il ne faut pas oublier effectivement les gendarmeries qui parfois vont dans les lycées avec les lunettes laser pour montrer aux jeunes comme c'est facile de repérer celui qui roule à 70 au bout de l'avenue. Tout ça dans un objectif de pédagogie, et pas seulement pédagogie de la règle, mais pédagogie aussi du risque. Et c'est en ça que c'est intéressant, et peut-être... si vous le permettez, à ce stade, je voudrais rappeler la véritable définition de la courtoisie sur la route. Ce n'est pas seulement l'amabilité supposée régner, à la place des noms d'oiseaux, dans les usages et dans les échanges entre ceux qui sont sur la voie publique. En réalité, la courtoisie sur la route, c'est un concept qui s'appuie sur la notion de cause et de conséquence, autrement dit, ce que je fais ou pas qui crée ou non de la sécurité sur la route. Et puis, c'est aussi le principe de responsabilité individuelle. Parce que les pouvoirs publics ont raison de dire sécurité routière, tous responsables. Mais en réalité, et je reprends ce que je disais tout à l'heure, comme pour arrêter de fumer, en matière de sécurité routière, on est tous responsables, chacun. Et ça va un tout petit peu plus loin. Et il y a la possibilité aussi peut-être d'obtenir ce petit guide, voilà, ça brille pas trop, ce petit guide de la courtoisie sur la route, on peut se renseigner sur le site internet, bien entendu, pour le commander. Avec ce qu'il faut pour bien se conduire sur la route. Juste un dernier mot très rapidement. Là, aujourd'hui, c'est une semaine internationale qui se déroule. Dans les autres pays, on est plus courtois sur la route? Alors, il faut s'entendre. On sait que culturellement, on est plus courtois, y compris au sens conceptuel que j'ai donné tout à l'heure, dans les pays anglo-saxons et de l'Europe du Nord. Malheureusement, l'Europe du Sud, non. Si vous me permettez, étant donné que ce vendredi, samedi, dimanche aura lieu un salon qui s'appelle le salon Vivre Autrement, au cœur duquel on anime un espace conduire et se déplacer autrement. J'invite, le cas échéant, vos téléspectateurs à venir nous rencontrer. Il y a des simulateurs de conduite, il y a des quiz, il y a des jeux pour toutes les générations. Et puis, il y aura également la remise des prix, en tout cas aux lauréats français du Festival mondial du film de sécurité routière. Et monsieur le préfet de police de Paris nous a fait l'honneur de sa présence, puisqu'en effet, un policier, motard, sera récompensé pour certaines actions qu'il a développées de manière audiovisuelle. Donc voilà, c'est un grand rendez-vous pour l'ensemble des habitants de l'Île-de-France. Le rendez-vous qui est lancé. Merci Régis Chaumel de Jarnieux, le président de l'Association française de prévention des comportements sur la route, semaine internationale de la courtoisie. C'est jusqu'au 22 mars. Merci à vous. Un mot de sport à présent. En football, Manille-les-Hameaux qui se rapproche encore un peu plus de la montée en première division district. Ce dimanche, les hommes de Farid Ghani ont étrillé le PEC sur leur terrain. Score final 7-0 pour les Manicois avec 4 passes décisives de l'attaquant Nicolas Rouillon. Le passeur était au micro de TVFil 78. On l'écoute. Je crois que les troisièmes, il leur a fait du mal. Ils ont beaucoup lâché derrière. Après, on avait beaucoup d'espace. On a joué intelligemment. On est resté en place derrière. On n'a pratiquement pas été en danger, à part sur une frappe à la fin. Sinon, je crois qu'on est resté bien en bloc et on les a laissés se détruire petit à petit. Le troisième, ça leur a fait du mal psychologiquement, je pense. On a creusé le trou après. Et pour l'essentiel des résultats du week-end, des différentes rencontres dans les différentes disciplines, rendez-vous dans quelques instants sur TVFil comme chaque lundi avec Mickaël Elmidoro et le 7-8 Sport. Le journal revient quant à lui demain aux mêmes horaires. Excellente soirée.